Bonsoir tout le monde, bonsoir Anne. Bonsoir. Bienvenue à notre Call to Coach du mois de mars, version française. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'interviewer et d'accueillir parmi nous Anne Weber, que je vais présenter dans quelques instants. Bonsoir Anne et soyez la bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, merci Sophie, très heureuse d'être là ce soir. Alors avant de commencer cet échange, j'aimerais juste dire aux personnes qui nous ont rejoints qu'elles peuvent poser des questions qu'elles désirent dans le chat ou demander les informations qu'elles désirent et également partager leur top 5 si elles le désirent et on aimerait savoir aussi d'où elles nous rejoignent, de France, de Belgique, du Canada, de Suisse ou peut-être à l'international. Donc n'hésitez pas à partager avec nous dans le chat si vous désirez. Donc aujourd'hui, comme je disais, j'ai l'opportunité d'interviewer Anne Weber. Anne est la première personne française à avoir été certifiée par Gallup. Elle a été certifiée en 2013 à Washington, mais sa rencontre avec l'outil Clifton Strengths, si j'ai bien compris, remonte d'il y a beaucoup plus longtemps. Donc Anne, ma première question pour vous est de savoir comment cette rencontre avec cet outil est-elle arrivée? Merci Sophie. Eh bien, un petit peu par hasard, à la fin des années 90, je travaillais comme directeur de grands projets en Alsace et à l'occasion d'un recrutement, j'ai écrit un test de recrutement au départ pour un secrétaire général adjoint. Et quand j'ai montré à mon adjoint, qui était un vénérable monsieur proche de la soixantaine, ce test, il m'a dit « Anne, mais tu peux absolument pas faire ce test ». Et je lui dis « Mais Laurent, pourquoi ?» Il me dit « Tu te rends pas compte, tu as écrit dedans, le directeur de projet, ne sachant pas, vous demande ». Je lui dis « Bah oui, et ?» Il m'a dit « T'es le chef, tu peux pas ne pas savoir ». Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et puis, les contacts suivants n'ont pas été mieux, parce que je suis allée voir la directrice des ressources humaines, qui était alsacienne. Je lui ai dit « Daniel, voilà ce que m'explique mon adjoint, qu'est-ce que tu en penses ?» Et elle m'a dit avec un accent alsacien hyper prononcé « c'est donc vrai, tu vas donc sécuriser ton équipe si tu fais donc ça ?» Je me suis dit, mon Dieu, j'avais 24 ans. Il fallait en fait créer de toutes pièces un centre de sciences de type Villette sur la frontière allemande pour les enfants et les adolescents. Il y avait tout à faire. J'avais 24 ans. Bien sûr, je ne pouvais pas tout savoir. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma quête. Comme j'ai eu la chance d'étudier à l'étranger pendant mes études, grâce au programme Erasmus, j'ai en fait téléphoné dans le monde entier à tous les gens avec qui j'avais étudié en leur disant « Écoute, je suis persuadée que nous sommes tous faillibles, que l'erreur existe, mais encore plus, je suis persuadée que nous sommes tous uniques et que intégrer cette unicité humaine au management de projet fera des merveilles. Est-ce qu'il y a dans ton pays, dans les gens que tu connais, quelqu'un, un courant de pensée qui pense comme moi ?» Et c'est comme ça que j'ai découvert à la fin des années 90 le test qui venait d'être quasiment créé aux États-Unis, que je l'ai passé pour la première fois. Ça m'a énormément inspirée, révélée, je dirais, et ça m'a permis également, parce que j'ai eu la chance d'avoir un président extra, que je prends plaisir à citer là, Philippe Richert, qui ensuite a été ministre, et Philippe m'a fait complètement confiance. Il m'a dit « Anne, vas-y, tu as carte blanche », et on est parti dans un rêve fou de créer un équipement pour tous, quelle que soit la langue, le niveau social, l'origine, etc. Et ça a donné quelque chose d'assez fantastique, un terrain d'expérimentation pendant le temps du projet avec de très beaux résultats. Donc voilà comment j'ai rencontré Gallup, comment j'ai rencontré le test, et je m'en sers au quotidien sur ces 20 dernières années pour moi et puis pour mes équipes, puis pour nos clients. Super intéressant. Merci beaucoup, Anne. C'est toujours intéressant de savoir comment les personnes ont connu l'approche et notre outil. Donc, après une carrière de direction dans de grands projets complexes, vous nous avez dit en France et à l'international, vous avez créé le cabinet Inman We Trust. Donc, cela date d'il y a 7 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir sur ce cabinet? Quels sont vos objectifs à plus ou moins long terme? Quels sont vos clients? Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Qu'est-ce qui est différent de ce cabinet d'un autre? Est-ce que vous pouvez nous en parler de Inman We Trust? Écoutez, avec grand plaisir. Du coup, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que c'est après la certification Gallup. Quand on m'a annoncé que j'étais la première Française certifiée sur l'outil, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Comment je peux, moi, être la première, alors que c'est quelque chose qui marche si bien, qui permet de décupler finalement le plaisir et la performance dans les équipes. Et ça a été vraiment au retour en fait des États-Unis. Je rangeais des dollars dans mon porte-monnaie et dessus il y a marqué In God We Trust. Et je me suis dit, mais moi non, c'est vraiment In Man We Trust. Et donc ce qui nous anime chez In Man We Trust depuis le début, c'est de partager
nos outils, notre savoir-faire sur cette unicité humaine et comment mieux faire travailler ensemble les hommes et les femmes au service de la performance. Donc, on a vraiment cet ADN de plaisir et de performance que l'on fait grandir dans les équipes. On a la chance d'avoir une approche que je qualifierais de très scientifique et à la fois qui a embarqué mon expérience de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'on sait aborder des sujets très complexes tout en les rendant simples et ludiques. Et les équipes avec lesquelles on travaille ont toujours ce plaisir de nous dire c'est très simple, on a l'impression avec vous de jouer, mais finalement on apprend tellement et on réussit à cranter les éléments. Après, pour nos clients, on fait le grand écart entre des grandes entreprises comme Airbus, par exemple, et puis des think tanks, des startups ou des éléments plus petits. Tout type, je dirais, de secteur public inclus, on accompagne aussi des collectivités. Merci beaucoup. Merci de changer le monde un client à la fois, comme on dit chez Gallup. Et on sait que vous faites un travail exceptionnel et de grande qualité sur le marché francophone et ailleurs. Donc, merci. On va maintenant parler de notre top 5. Je vais partager mon top 5. Donc, mon top 5 est stratégique, learner, discipline, positivity and responsibility. Donc, c'est la façon dont on a de se présenter chez Gallup. On a également notre pancarte sur notre bureau. Quand on se présente à une personne, on dit notre top 5. Donc, est-ce que vous désirez aujourd'hui, Anne, partager votre top 5? Et j'ai une petite question personnelle. Est-ce qu'il y a un talent dans ce top 5 que vous préférez ou que vous avez l'impression que vous servez plus qu'un autre? Alors, merci vraiment beaucoup. Avec grand plaisir pour partager mon top 5. C'est ce que l'on fait aussi très souvent et ce que les clients font. Donc, moi, mon top 5, en fait, va retrouver 5 talents et j'ai le plaisir on l'avait vu ensemble, de vous le partager sous forme de pictogramme, si vous voulez bien, parce qu'on a créé une série d'outils, en fait, qui permet comment dire, juste un instant que je vous partage le bon écran. Oui. Donc, c'est le partage de mon ordinateur qui est juste à côté. Donc, mon top 5, en fait, vous allez le voir ici. Mon premier talent, c'est learner. Je suis d'une grande curiosité. Mon deuxième talent, c'est achiever. J'aime vraiment envoyer du lourd et produire beaucoup. Mon troisième, c'est activator. Les clients qui me connaissent me disent toujours « Anne, vous avez de l'énergie à revendre et vous insultez cette énergie aux équipes. C'est toujours un grand plaisir. » Et puis, stratégique et futuristique viennent compléter mon top 5. Est-ce que j'ai un talent préféré? Je ne sais pas. J'aime beaucoup l'énergie que me donne Activator, l'impression que, comment dire, chaque jour est trop court, l'énergie de travailler beaucoup avec Achiever, mais peut-être que mon préféré, comment dire, c'est peut-être celui par lequel j'ai commencé finalement l'écriture des guides pratiques, c'est stratégique, parce que c'est peut-être celui, quand j'étais petite, que l'on m'a le plus reproché ou pointé comme étant un défaut, parce qu'on peut procrastiner parfois quand on a ce talent. Et en fait, j'ai été très heureuse de découvrir que c'était un talent de procrastination, et c'est le premier guide pratique qu'on a posé pour réhabiliter ce qui n'est pas du tout un vilain défaut, mais bien juste un talent qui attend d'être maîtrisé. Parfait. Et donc, vous servez beaucoup de ces outils. Vous avez créé beaucoup d'outils dans votre société In Men We Trust, avec des visuels, avec des talents imagés. Donc, comment vous en servez et pourquoi? Alors, en fait, au démarrage, j'ai beaucoup utilisé l'outil dans mes équipes, que ce soit directement en faisant passer le test à mes équipes ou indirectement parce que dans certains secteurs, il était difficile d'introduire un test américain de façon large il y a encore quelques années. Il faut vraiment avoir en tête que quand j'ai commencé en France il y a 20 ans, j'ai Futuristique dans mon top 5, ça m'a permis d'anticiper cette tendance. Mais c'est quelque chose qui était très en avance de phase. Alors, on a créé toute une série d'outils. Ça va d'une vision très globale. On a développé un modèle complet qui s'appelle l'entreprise talentueuse, qui permet une vision totalement holistique, intégrant à l'intérieur le management de projet, l'innovation, l'ADN des entreprises, etc. Mais on intervient aussi sur des éléments plus spécifiques. On a par exemple créé une méta-méthode projet que nous avons baptisée Ingenious Solution Finding, 8I, qui permet d'implémenter l'innovation et les talents au cœur des projets. Et puis, vous l'avez vu, les pictogrammes, parce que quand on crée ces métaphores visuelles, eh bien, ça permet en fait que l'on s'en souvienne mieux
Et l'outil Gallup est extrêmement puissant, extrêmement précis, mais avec 34 thèmes de talents différents, quand on l'opère en équipe, ça peut être une des limites d'appropriation. Et donc, on a très vite créé des pictogrammes qui vont en fait aider à la mémorisation selon des principes de neurosciences, en fait, d'encre, qui font que quand les gens vont voir cette métaphore et ensuite avoir l'ensemble des explications, ils vont mémoriser plus facilement pour eux et pour les autres. Donc, ça accélère l'implémentation en fait dans les équipes. Un petit exemple, le talent de stratégie, en fait, celui que nous partageons, vous et moi, eh bien, on l'a représenté par un hélicoptère au-dessus d'un labyrinthe traversé par une flèche bleue. Cette métaphore du pilote d'hélicoptère est posée là pour expliquer que quand on possède ce talent dans son top 5 ou dans son top 10, on va être en capacité de comprendre la complexité représentée par le labyrinthe et de calculer les meilleurs scénarios pour cette situation donnée, traduit par la flèche bleue. Mais ensuite, dans le guide pratique que l'on a écrit, on arrive à décliner cette métaphore sous 25 formes différentes, puisqu'on va pouvoir vraiment à chaque fois le donner. Donc, un exemple, on va retrouver dedans un des conseils ensuite de cette métaphore, qui est de parfois ne pas prendre l'hélicoptère, ne pas utiliser ce talent pour des choses toutes simples. Pour choisir le dessert au restaurant quand on est avec son conjoint, nul besoin de prendre l'hélicoptère, il faut parfois le contourner. Eh bien, on va retrouver ce picto avec la flèche bleue qui contourne le labyrinthe pour refuser d'utiliser finalement cet hélicoptère pour des choses non utiles et donc gagner en vélocité. Donc, voilà un exemple d'outil. Et cela, on peut le retrouver dans votre livre, si j'ai bien compris, Powerful Procrastination. Oui, tout à fait. C'est c'est le premier guide pratique pour tous les porteurs du talent stratégique et plus largement ceux qui ont l'impression de procrastiner. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a tous compris que vous êtes une grande fan de notre outil Clifton Strengths. J'aimerais savoir maintenant, selon vous, qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui différencie l'outil Clifton Strengths avec d'autres outils? Alors, nous, on utilise vraiment de façon très intensive ce test. On en utilise d'autres, mais en deuxième ou troisième intention. Le test Foresight, par exemple, en créativité est très intéressant. Hogan, parfois, sur des dérailleurs. Mais ce qu'on apprécie particulièrement dans le test, c'est qu'il est un des plus fiables. Les tests psychométriques sont souvent, quand on creuse, pour qui a à cœur d'avoir une opinion très scientifique, très calée, vraiment des bases faibles. Hein. Le MBTI, qui est encore extrêmement populaire en France, peut être vraiment très challengé finalement sur cet aspect scientifique. On le retrouve pour d'autres tests. Et puis, deuxième élément qu'on aime beaucoup dans ce test, c'est qu'il identifie vraiment des talents naturels, des éléments sur lesquels on va pouvoir investir. C'est une démarche très positive qui permet de se construire de façon intéressante. Un exemple, deuxième test très à la mode en France, ProcessCom par exemple, dans lequel on va retrouver des labels, des étiquettes. Eh bien, moi, chez ProcessCom, je suis travaillomane. Quel vilain mot. C'est juste que j'aime envoyer du lourd, j'aime être active, j'aime dépoter. Eh bien, je préfère avoir simplement dans le test Gallup l'étiquette finalement d'achiever. Et puis, on le voit qui est plus spécifique. J'ai partagé votre top 5. Mon côté travaillomane, c'est certes achiever, mais c'est aussi activator, par exemple. Et ne pas comprendre finement son profil, c'est ne pas pouvoir ensuite agir finement en fonction des besoins. Et ça, c'est important. Puis enfin, c'est quand même un test qui permet de confiner à l'unicité humaine, ce qui était ma quête au démarrage, puisque ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur ces 34 thèmes de talent qui sont classés, en fait, une dizaine vont opérer au quotidien sans effort. On a coutume de dire à nos clients, quand vous vous levez le matin, vous avez une dizaine de talents dans les poches sans effort, et puis encore 5 ou 6 sur la table de nuit, que vous pouvez embarquer avec des astuces et un peu de travail. Mais ces 10 talents, si on regarde juste ces 10 talents, ça vous donne une chance sur 470 000 milliards de rencontrer quelqu'un qui a le même top 10 dans le même ordre. C'est quand même fantastique, un outil qui nous rend à nous une unicité complète et qui donne la possibilité à chacun d'aller au travail en étant pleinement lui-même. C'est quelque chose qui est vertueux pour l'individu, être enfin pleinement soi, pour peu que l'on maîtrise ses talents, bien sûr, hein, et vertueux pour l'entreprise, puisque enfin, on va décupler la qualité, le bien-être, mais aussi la force de travail de ses salariés.
Donc, Oui, c'est pour moi un outil gagnant-gagnant. Et tout puis, à fait. cerise sur le gâteau, disponible en plus de 20 langues, donc c'est appréciable pour les équipes internationales et ça donne des résultats aussi dans les milieux internationaux tout à fait remarquables. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce test est basé sur une psychologie positive. En effet, comme vous l'avez dit, il est prouvé scientifiquement qu'il y a une réelle corrélation entre le développement des points forts et l'épanouissement d'une personne et sa performance et son engagement sur le lieu de travail. Et ce que j'adore par rapport à cet outil, c'est que vraiment, il met pas les personnes dans des cases et ça capture vraiment, comme vous l'avez dit, la diversité de la population. Il y a une chance sur 33 millions qu'on rencontre une personne qui a vraiment le top 5 dans le même ordre que nous. Donc, ça montre vraiment qu'on est tous différents et qu'on a quelque chose de différent à apporter à ce monde. Merci beaucoup, Anne. Le test est parfois perçu un peu comme américain. Comment est perçue cette approche en France selon vous et qu'en disent vos clients? Alors, une réponse un petit peu double. Le premier sujet, c'est qu'en France, plus encore que dans d'autres pays, on a vraiment cette culture de la perfection et du coup cette autoflagellation. Quand je vous disais que petite, par exemple, on trouvait que j'étais trop active, trop énergique, etc. On est toujours trop ou pas assez quand on est français. Et on est toujours, élevé dans ce regard et cette comparaison à la perfection. Et on le retrouve chez tout le monde, que ce soit les enfants, Oui, à l'école, mais également les leaders. Je suis par exemple en ce moment tout à fait effarée, on a ces articles de la Harvard Business Review version France qui nous expliquent qu'un leader devrait par exemple être empathique. On a comme ça ces oukases de perfection. Les programmes de mindfulness sont identiques pour tout le monde, comme si on pouvait tous avoir les mêmes façons de méditer. Et pareil, les façons d'être des leaders sont très normées. Donc, dans ce monde où on regarde la perfection et on essaye de combler finalement, comme on peut, ce gap, on se retrouve avec une culture très différente finalement de ce test où on va au contraire se réconcilier avec son unicité. bien sûr. Longtemps, je pense, on a été très en avance de phase et c'était quelque chose qui était d'une audace extrême il y a 20 ans. C'est en train de se combler. C'est quelque chose qui va mieux. Il y a des entreprises, des grandes entreprises françaises qui ont pignon sur rue, qui le disent, qui le font. J'ai eu le plaisir d'être invitée sur BFM Business l'été dernier. Oui, C'est en train de se poser. C'est-à-dire que ça ne fait plus peur. Et on oui, peut commencer en France à dire que plaisir et performance peuvent aller de pair. On peut commencer en France en étant un chef d'entreprise classique, dans une industrie classique, à dire je vais m'occuper autant de la performance que du bien-être, car les deux vont ensemble et c'est un cercle oui. vertueux. Donc, ça avance, vraiment ça avance. Oui, ça avance. On Seul, se rend compte que Excusez-moi. non, je vous en prie. Le seule petite chose peut-être, c'est que c'est un plaidoyer, mais comme je sais que Jean nous écoute, je ne résiste pas au fait de le redire. La seule petite chose, si on pouvait demander une amélioration, ce serait de ne pas traduire finalement, parce que ce test est disponible dans tellement de langues. Pour l'instant, quand on passe le test en français, on a des résultats avec des noms de talents qui ont été traduits en français. Mon premier talent, par exemple, c'est learner, si j'ai Oui, les résultats en anglais. Ça devient studieux si j'ai les résultats en français. Bon, je ne me sens nullement studieuse. Et quand on garde ces traductions, on va se retrouver avec ce décalage un peu. Et c'est dommage, avec des gens qui vont passer plus de temps à nous dire je ne suis pas studieux. Donc nous, typiquement, par exemple, on les garde, on assume. Tout est resté avec ces labels en anglais et on les prend comme un nom générique, comme quand on va chez Ikea et qu'on achète un canapé Ektorp, qui est le nom d'une petite ville en Suède. Eh bien, oui, je dirais quelque part, tout le monde s'en moque et tout le monde voit bien de quel canapé on parle. Eh bien, oui. c'est vraiment un conseil pour éviter ce qu'on a des fois en workshop, les Allemands qui viennent avec leurs résultats allemands, les Espagnols avec leurs résultats espagnols, et puis tout le monde passe 3 heures à savoir qui a quoi. Oui, oui. Voilà, c'est pas On y utile. travaille, oui. Très bien. Et pour les leaders, les dirigeants d'entreprise qui trouvent l'approche intéressante, mais qui hésitent encore à se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez? Je partagerai juste une anecdote. Oui. On a eu un client, un leader fantastique qui était dans cette logique en fait un peu de perfection et qui m'avait dit Anne, il faut absolument, on va avoir de nouveau cette grand-messe. Je veux absolument progresser sur la prise de parole en public. Mhm. Case,
que ce soit la prise de parole en public, que ce soit la capacité d'empathie, etc. Nous sommes bombardés de cette logique. Et puis ce leader, cette année-là, on lui a dit, mais si on regardait concrètement, l'enjeu c'est quoi? C'est de cascader une information de façon sexy et claire, que tout le monde la reçoive rapidement et ait envie de se mettre à bosser. Et vous avez une équipe, vous n'êtes pas seul comme leader. Alors, si on regardait simplement qui peut faire quoi dans cette communication de début d'année, et cette année-là, en fait, ça s'est très vite mis en place. Qui était très bon pour trouver les données pertinentes, qui était très bon pour trouver les 3 slogans intelligents, qui était très bon pour pouvoir faire un PowerPoint esthétique et correctement rangé, qui était bon pour chauffer la salle, etc. Et ça a été monté en un rien de temps. Et cette année-là, il a eu uniquement à monter sur scène, à lever les bras, et il a eu standing ovation. Il n'a absolument rien fait. Oui. Et je trouve que c'est le plus bel exemple. Les talents naturels humains permettent à chacun d'exprimer leur plein potentiel et de pouvoir réserver vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je dirais tester. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de difficulté, ça n'agite pas les organisations, au contraire, ça donne une meilleure confiance en soi, une plus grande collaboration. Les résultats sont très positifs. Donc, je dirais tester. Oui, je dirais aussi de tester. C'est un outil très puissant pour le travail en équipe. Et pour les coachs, je sais qu'il y a des coachs qui nous regardent aujourd'hui. Quels conseils vous souhaiteriez leur donner pour les coachs qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure des talents? Je leur dirais ce que je dis depuis maintenant 7 ans, depuis que je suis certifiée, que je partage ça. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une révolution qui est en marche. On a au début, parce qu'il y avait très peu de gens qui connaissaient cette démarche, on a pris le temps pendant 2 ans de faire des événements sur Paris qui s'appelaient Share and Shine. Et beaucoup des premiers coachs français sont des gens qui sont venus à ces événements et à qui je disais déjà, allez-y, il y a de la place pour tous, car c'est une révolution qui est en marche, car on peut changer le monde. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, lancez-vous, que vous soyez un individu, un chef d'entreprise ou un coach. Il y a de la place pour tout le monde et clairement, c'est quelque chose qui peut changer le monde. Oui, l'aventure des talents, elle est très transformative et elle est d'avenir en plus, en effet. Et ce que j'adore concernant cette aventure, c'est qu'une fois qu'on commence à s'intéresser à l'outil, c'est vraiment infini. Dès qu'on commence à s'intéresser à cette approche, c'est infini toutes les connaissances qu'on peut développer autour de l'approche. Anne, j'ai une autre question qui est un peu personnelle. Je sais qu'il y a quelques semaines, on a échangé et vous m'avez parlé d'un livre que vous êtes en train d'écrire, enfin que vous avez écrit pour les enfants. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce livre aujourd'hui? Oui, alors c'est une petite chose, mais c'est vrai que c'est une bonne illustration. En fait, les talents naturels disent de nous notre personnalité et donc ça nous impacte à 360 degrés pour être un meilleur leader, un meilleur manager, sur les sujets d'innovation et puis beaucoup d'autres choses encore. Et ça nous impacte également dans la façon dont on dit « je t'aime ». Et pendant la pandémie, on a, avec nos enfants, souhaité prendre un peu de temps pour faire un petit projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, parce qu'on lisait un livre américain qui s'appelle « Devine comment je t'aime ». Et pendant des années, on finissait en disant savoir combien je t'aime, c'est bien, mais savoir comment je t'aime, c'est mieux. Et donc, on a pris ce temps pendant la pandémie pour l'écrire. Et c'est une histoire pour les 2-7 ans, avec un coin à la fin pour les parents et qui permet d'engager ce dialogue. Et on s'aperçoit en fait, pour ceux qui n'ont pas encore identifié cela, que la façon de dire « je t'aime » va être très différente. On peut rendre service, on peut aimer faire des projets avec les gens, on peut aimer faire plein de choses différentes. Et moi, mes 2 enfants sont très différents. Pour l'un, il faut que je prenne le temps de l'écouter, de passer du temps de qualité. Pour l'autre, ça sera plutôt un petit mot dans la boîte à goûter, etc. Et donc, c'est intéressant de le savoir parce que sinon, on peut totalement avoir l'impression de ne pas être aimé. Donc, vous pouvez tous commencer par vous dire qu'est-ce que vous faites pour aimer l'autre, pour lui dire « je t'aime » et en retour, poser cette même question « comment tu sais que je t'aime ?» Et vous verrez, c'est quelque chose de très joli. Et le livre, on l'a fait en anglais et maintenant, il est pour l'instant en français et en anglais. Et la traduction allemande est en cours. Ils ont quel âge vos enfants? Ils ont déjà fait le test Clifton-Strengths? Ah oui. Alors du coup, la grande, avait fait le test enfant et là, le test adulte, ça nous inspire beaucoup. Et le petit a fait le test, pour les petits. Il attend, il est incollable. C'est une belle chose que d'offrir à ces enfants cet univers parce que ça nous rend meilleurs parents.
Oui, clairement. Moi, j'ai une fille qui a des talents totalement opposés aux miens et une combinaison totalement explosive, comment dire, de leadership et de talents difficiles à maîtriser. Je pense que si elle était là, elle vous dirait combien elle est heureuse qu'on le sache, et elle et nous, parce que mmh, ça l'a fait grandir. oui, Et puis, du coup, un petit qui est très heureux de ça. C'est quelque chose qui est intéressant également pour les adolescents, s'ils se posent la question, parce que, notamment en France, c'est des moments difficiles quand on est en terminale en ce moment, en première, en terminale, et beaucoup d'amis de notre fille ont été heureux de pouvoir aussi se poser pour mieux comprendre leurs talents, leur orientation et ce qui pouvait être utile pour eux. Donc oui, oui, c'est une jolie chose. oui, ça améliore les relations, en fait, tout type de relations. Euh, Anne, j'ai une autre question. Vous avez passé le test il y a 20 ans. Est-ce que vous l'avez repassé depuis? Et si oui, est-ce que vos résultats ont changé? Ah, alors oui, j'ai été trop curieuse, donc je l'ai repassé à plusieurs reprises. D'accord. On a des clients qui l'ont repassé aussi, parce que parfois, avant de nous confier quelque chose de plus large, ils ont éprouvé le besoin de le repasser pour s'assurer que ça ne Mhm. bougeait pas. Alors dans mon cas, en fait, globalement, on retrouve le même top 10 avec quelques, comment dire, quelques modifications dans l'ordre, mais rien de significatif. Et puis, Oui. on s'est aperçu, en revanche, ce qui est intéressant et ce que je partage avec vous, c'est qu'on s'est aperçu que des talents qui étaient des talents normalement attribués au sexe opposé. Donc, par exemple, l'empathie est souvent, à tort, Mhm. attribuée aux femmes. La Oui. capacité à commander, à trancher est, à tort, souvent attribuée aux hommes. Eh Mhm. bien, on s'est aperçu avec nos clients et les membres de mes équipes, comme ça fait 20 ans que le test est passé, que quand une femme acquiert une position de leadership et un Mhm. bon niveau, les talents de type commande peuvent remonter dans ses D'accord. résultats. Peut-être qu'elle s'autorise plus à être pleinement elle-même. Et en sens inverse, le talent d'empathie remonte à ce moment-là chez les hommes. Donc c'est assez intéressant de voir que quand c'est très genré dans la tête des gens, ça Mhm. peut quand même avoir un impact sur les résultats du test. Super intéressant. Et vous avez parlé de votre premier livre sur la procrastination avec cette métaphore du pilote d'hélicoptère. Y en a-t-il un deuxième en préparation de livre et sur quel sujet? Si vous pouvez nous partager cela aujourd'hui. Oui, ah oui, avec plaisir. Alors, pour nos clients, ils s'y reconnaîtront, c'est la métaphore de l'écureuil que l'on va développer. Ça nous parlera du talent de râler, en fait, parce que râler, c'est un D'accord. très beau talent qu'il convient de maîtriser. Ceux qui ont passé le test ont reconnu restaurative dans ce talent de râleur. Et c'est un guide qui sera écrit par mon associé Alexandre Lombard, Génial. qui est lui-même un grand râleur et qui aura plaisir à dérouler ce guide. Super. Vous avez dit que cette approche peut changer le monde. Je suis totalement d'accord avec vous. Il peut le transformer. Est-ce que vous le pensez vraiment et pourquoi selon vous? Parce qu'on vit des temps troublés. Si je reprends juste les deux grands éléments qui nous occupent tous, hein, le premier qui est l'Ukraine et le deuxième qui est en fait le changement climatique. Quand on parle de relations internationales ou de fraternité entre les peuples, moi je trouve assez fantastique de savoir qu'un même talent s'exprime de la même façon, que l'on soit chinois, que l'on soit espagnol ou que l'on soit français. Beaucoup de nos incompréhensions interculturelles, en Mhm. fait, ne sont que des facteurs qui vont aggraver des incompréhensions interpersonnelles liées à nos différences de talents. Et je trouve que cette approche, elle donne aussi beaucoup plus de douceur dans les relations humaines, Oui. de compréhension, de collaboration, et que ce premier sujet, modestement, peut quand même vraiment faire des grosses différences. En France, on est, comment dire, coutumier d'élire un président qui est un homme seul, qui doit être le sauveur de la France. Moi, j'aimerais formuler le vœu que demain, on élise une équipe, quelqu'un qui ait conscience de ses talents et qui soit capable de travailler avec les talents des autres pour Mhm. notre futur. Et puis le deuxième exemple sur le fait de pouvoir changer le monde, de notre expérience chez Human Trust, on s'est aperçu qu'il y a deux talents qui sont fondamentaux dans les combats écologiques, et que ces deux talents, pour ceux qui connaissent le test Restorative et Connectedness, sont vraiment clés dans ce qui a fondé en fait chez les écologistes un combat en avance de phase, en fait. La capacité à identifier les problèmes et avoir une énergie créative pour les résoudre, et de l'autre, ce sentiment d'interconnexion, d'interdépendance. Mais ce ne sont que deux talents parmi 34. Mhm.
c'est ces talents qui les ont fait se lever en premier, mais c'est aussi ces talents qui, mal maîtrisés, font qu'ils sont dans l'incapacité de rassembler au-delà de leur propre camp. Non, les solutions qu'ils proposent ne sont pas des solutions larges et ouvertes, parce que ce sont des solutions qui n'ont été conçues que par une partie de la population. Introduire les talents dans le débat écologique et dans le rapport du GIEC, c'est permettre demain que nous puissions ensemble produire clairement des solutions pour pouvoir enfin avancer. Et sur cette incapacité que nous avons collectivement à prendre en compte le rapport du GIEC. Je vois la mobilisation sur l'Ukraine, je vois que le rapport du GIEC qui est sorti cette semaine, si alarmant, n'est pas pris en compte à sa juste valeur. Ce sont liés aux talents. Il y a des talents qui font qu'on regarde le futur, il y a des talents qui font qu'on regarde les problèmes, etc. Mais en fonction des combinaisons de talents, eh bien, nous faisons, nous, largement l'autruche, et prendre conscience de cela, oui, ça peut aussi changer le monde. En effet, oui, je suis totalement d'accord avec vous. On peut transformer le monde avec cette approche, et ma positivité et mon côté futuristique y croient énormément. Et à savoir que à présent, il y a plus de 27 millions de personnes qui connaissent leurs points forts à travers le monde. Donc, ça veut dire 27 millions de personnes qui ont eu l'opportunité de savoir ce qu'ils font de mieux au quotidien, d'être beaucoup plus épanouis et engagés sur leur travail. Donc, ce mouvement ne cessera de se développer et il le faut. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous désirez. Il y aura un suivi qui sera fait par Anne un peu plus tard et son équipe. Juste, Anne, 2 mini-questions avant de se quitter. Si on désire vous joindre, c'est par email, par LinkedIn, comment on peut collaborer avec vous, rentrer en contact avec vous? Alors, LinkedIn, j'y vais régulièrement et je réponds à tous les messages sans aucune difficulté sur LinkedIn. C'est un bon moyen de communication. Oui. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à téléphoner. On retrouve très facilement le numéro du standard de Inman We Trust. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Me passer, comment dire, si je suis là, ça sera toujours avec grand plaisir. Les emails, je dois avouer que le suivi correct de mes emails est encore une lutte de chaque instant. Donc, n'hésitez pas à insister. Si vous m'avez envoyé un email et que je n'ai pas répondu, insistez, retéléphonez, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Je ne prendrai vraiment pas ombrage si vous insistez, et pardonnez-moi de ma gestion d'email. Donc, voilà, on fait en priorité le LinkedIn et le téléphone alors. Oui. On vous contacte ainsi. D'accord. Donc, merci beaucoup, Anne, pour votre belle énergie et votre temps ce jour. Je souhaite également remercier Jim Collison, qui est derrière la caméra et qui s'occupe de tout l'aspect technique. Et sans lui, ce serait pas possible d'avoir l'école to coach en français aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à nous donner, Anne, quelque chose à nous partager en plus. Mais moi, je dirais que c'est vraiment possible et tout simple. C'est à la fois exigeant parce qu'il faut changer de perception, il faut changer de paradigme, et à la fois si simple. Il suffit pour moi d'abandonner la recherche de perfection au service de la recherche d'excellence. Et une chose toute simple que vous pouvez faire, c'est simplement en chaque fin de journée, vous demander ce qui vous a donné du plaisir, donné de l'énergie, et le noter. Parce que simplement s'habituer à regarder ce que l'on aime faire et ce que l'on fait bien, c'est le premier pas pour commencer à changer le monde. Super, merci beaucoup, Anne. Donc, notre prochain Call to Coach aura lieu fin mars avec Olivier et un autre invité de taille qui nous rejoindra du Canada cette fois-là. Et je voulais vous remercier, Anne. Merci beaucoup pour cet échange et ce moment de partage avec vous. Et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et une très belle soirée. À très bientôt.